Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Lauriane Gors. Lauriane a pour mission d'explorer comment les innovations peuvent apporter un véritable progrès aux êtres humains et à notre planète. Elle a travaillé en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, ouvrant de nombreuses boîtes noires. Sciences ouvertes pour le développement de médicaments, gouvernance des données en ville intelligente, reconnaissance vocale et IA responsable, physique appliquée et traitement d'images, gestion des risques industriels et interculturalisme, politique publique d'innovation et développement durable, économie circulaire et infrastructures publiques, start-up technologique et stratégie d'entreprise. Lauriane est titulaire d'un master en ingénierie généraliste des mines de Paris, Université PSL, avec une mineure en affaires publiques et innovation. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD Lauriane. Oui, merci. Je suis ravie d'être là. Mais je suis ravi de t'avoir ici au micro d'Au-delà de la thèse. On s'est croisés en personne dans un grand événement de réseautage dans les sciences de la vie ici à Montréal, où on est tous les deux en ce moment. Et j'étais très content d'avoir pensé en ayant vu ton profil, à te contacter et qu'on ait finalement pu aujourd'hui se croiser ici au micro de Papa PhD. C'est vraiment un trajet intéressant dont on va parler, qui est le tien. Ça a été vraiment chanceux qu'on se croise à cet événement-là et qu'on puisse avoir été en contact. Alors, Dorian, bien sûr, une présentation en début de balado, c'est toujours très condensé, très résumé. Euh, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux ajouter quelques petits coups de pinceau à ce dessin très rapide que j'ai fait de qui est Lauriane Gors? Oui, je pense que j'ai vraiment eu un parcours riche et qui a été mené finalement par ma curiosité au jour le jour. Donc, assez rapidement, mais je me suis demandé est-ce qu'il y a une cohérence à tout ça? Est-ce que, est-ce que je suis pas juste en train de papillonner à gauche, à droite, mais vraiment j'avais une envie profonde d'explorer chacun de ces thématiques. Et ça m'a vraiment apporté une connaissance du monde. Déjà, j'ai une des citations que j'aime beaucoup, c'est Gandhi: sois le changement que tu veux voir dans le monde. Mais avant de changer le monde, il faut peut-être le comprendre aussi. C'est une réflexion que j'ai eue assez vite, notamment avec j'ai d'abord commencé par m'intéresser à l'entrepreneuriat, au monde des startups. Donc, c'est un milieu très vivant, beaucoup d'ébullition. C'est magnifique, toute cette énergie, tout ce dynamisme. Et en même temps, parfois, je trouvais qu'il y avait ça manquait parfois, ça dépendait vachement, évidemment, des projets, mais il manquait peut-être parfois de profondeur il y avait peut-être une naïveté. Cette application va changer le monde et c'est comme, peut-être pas. Ou peut-être, mais ça prendrait, voilà, c'est toujours, on est dans notre contexte, il y a tout un tas de couches, d'infrastructures, d'acteurs impliqués. Toute cette complexité, moi, me fascine. Puis ça m'a juste permis. J'ai eu la chance de pouvoir tracer ma voie, de suivre ce que là où ma curiosité et mon cœur a voulu m'amener, et d'explorer tous ces sujets passionnants. Puis aussi de comprendre finalement dans tout ça avec lesquels j'accrochais peut-être un peu plus. Et chacun de ces sujets, j'ai eu des rôles différents aussi. Parfois, c'était une revue de littérature. Bon, je pense que Oui, tes auditeurs et auditrices connaissent très bien mais oui, mais oui. qu'est-ce que c'est. Donc, un travail de recherche plus académique et parfois gestion de projet, gestion de programme, gestion d'équipe. C'est des rôles complètement différents. Et aussi dans tout ça, donc diversité de sujets puis diversité de rôles, ça m'a permis aussi de mieux comprendre quel type de rôle euh, m'animait plus et quelles étaient aussi mes forces dans tout ça. Qu'est-ce que Oui. moi, je pouvais apporter et contribuer à ce grand tout qui est le monde. Merveilleux. Et donc, alors, moi, ce que je suggère, c'est qu'on parte de où tu es aujourd'hui, donc après tout ce cheminement-là où tu es rendu, et qu'après, on fasse le chemin en arrière pour comprendre un peu tu sais, les points décisionnels, les différents
choix que tu as dû et que tu as pu faire au différents moments et comment finalement tu t'es orienté vers ce que tu fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es au sein d'une OBNL qui s'appelle Conscience. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, après tout ça, c'est quoi la mission aujourd'hui que tu t'es donnée au sein de cette organisation-là? Oui, alors Conscience, c'est, comme tu as dit, une OBNL qui a été créée, lancée publiquement récemment, donc en octobre 2023. Donc si vous ne connaissez pas, c'est plutôt normal. Mhm. Et avec des financements du fédéral, quand même 49 millions pour lancer nos activités, on a pour mission d'aller proposer une nouvelle voie pour développer des médicaments. En fait, dans un monde idéal, on s'imaginerait que chaque maladie pourrait avoir son médicament et chaque patient, chaque malade pourrait avoir accès à ce médicament. Ça marche pour beaucoup de gens et en même temps, il y en a une grande partie de la population qui est laissée de côté, qu'on parle de maladies rares, ultra rares, ou aussi de maladies tropicales. Donc, c'est pas du tout rare, mais c'est dans des pays où il y a peut-être moins de pouvoir d'achat. Donc, c'est un marché moins intéressant quand on est avec le modèle existant. Donc, en fait, chaque marché économique a ses failles. C'est correct. Ça fonctionne pour beaucoup. Mais dans ces failles-là, est-ce qu'on est capable donc nous, on s'intéresse vraiment à ces zones où ça marche pas. Est-ce qu'on est capable d'innover dans nos manières de faire, soit à améliorer les outils, notamment avec de l'intelligence artificielle, soit en s'appuyant sur des principes de science ouverte aussi, d'aller mieux Ok. collaborer. Donc là, il y a des financements disponibles. On voit le petit lien en dessous. On a un Mhm. programme qui vient d'être annoncé où on a des financements à offrir à des collaborations canadiennes qui vont aller développer des médicaments pour ces zones de défaillance de marché et les amener le plus proche possible des essais cliniques, donc faire avancer le projet vers Mhm. de plus en plus de maturité pour aller vers les essais cliniques et après, on espère une validation réglementaire. Donc, le but dans tout ça, c'est vraiment, la science est capable de développer ces médicaments? Est-ce qu'on est capable de développer le modèle autour de ça, de nouvelles collaborations, partager mieux nos ressources, partager mieux les risques? C'est souvent pris par les grands groupes pharmaceutiques prennent énormément de risques. Il faut savoir quand même, Mhm. les médicaments, un médicament coûte plus de 1 milliard à développer. Donc, c'est des dynamiques Oh mon Dieu. vraiment Oui. quand on ne connaît pas ce monde-là, moi je l'ai découvert récemment, c'est pas du tout les mêmes coûts que développer une petite application, on fait vite une preuve de concept, c'est une autre dynamique complètement. Euh, donc il y a énormément de coûts, mais est-ce qu'on est capable de mieux les distribuer, de mettre en commun nos expertises? Et peut-être que là, on vient de dérisquer des projets qui sinon se feraient juste pas. Donc Mhm. si ce que je vous ai dit vous intéresse, vous êtes curieux, Mhm. n'hésitez pas à aller juste sur notre site, vous inscrire sur notre infolettre. On a aussi un réseau d'activités. Juste, on fera des webinaires. Il y en a 2 bientôt, justement, questions-réponses sur ce nouveau programme de financement. Et aussi, il y a toute la partie cash, qui est une compétition, un peu, moi je l'appelle les Jeux olympiques du hit finding computationnel. Donc le hit finding, c'est Ok. une de ces multiples étapes du développement du médicament. Et on essaie de le faire de manière virtuelle et on n'est pas très bon. Donc, chacun Mhm. essaye dans son coin de le faire et dit au monde entier qu'il est le meilleur, souvent. Chaque organisation va clamer qu'elle est la meilleure, mais au final, c'est pas comparable parce qu'ils travaillent pas sur toutes les mêmes molécules. On peut pas vraiment comparer des choux et des patates. Ouais. Donc nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire comme une course olympique, mais c'est pas qui va être le plus vite, c'est qui va faire les meilleures prédictions et Ok. quelle méthode va faire les meilleures prédictions pour une protéine donnée. Donc là, je fais ça vite. Si vous voulez en savoir plus, simplement allez sur notre site, contactez-moi. Ça me ferait bien Mhm. plaisir d'aller plus en profondeur. Certaines de nos activités sont pan-canadiennes seulement, d'autres sont internationales comme Cash. C'est vraiment Ok. comme les Jeux olympiques. On ne fait pas... Ok. c'est international. Donc le C'est plus ça. on sera, le plus c'est le plus le mieux, ça va être pour le concours s'il y a le plus de monde qui postule. Maintenant, ceux qui nous regardent en vidéo, ils peuvent voir les URL en dessous de ton nom et les URL qui passent en bas. Mais est-ce que tu pourrais juste le dire oralement, au moins l'URL du site de Conscience pour ceux qui nous écoutent juste en format audio? Ah bah oui, bien sûr, conscience.ca. Vous nous trouverez là.
/fr si vous préférez en français. Il y a les deux langues qui sont disponibles et dans la section programme pour en savoir plus sur ce programme de financement. Donc là, c'est la première ronde donc à l'automne 2024. Il y aura une autre ronde dans 2 ans. Donc c'est vraiment l'occasion du moment. Puis sinon, on se donne rendez-vous dans 2 ans si ça vous intéresse encore. Et cash aussi, on peut en savoir plus sur notre site. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, il a récemment été mis à jour, donc on en est fiers. Excellent. N'hésitez pas à l'explorer. Il y a des belles choses qui s'y cachent. Merveilleux. Donc, conscience.ca, c'est facile, ça s'écrit comme vous le savez, c'est pas conscience. Parce que maintenant, il y a des sites qui ont des Ah oui. orthographes alternatives, c'est juste conscience bien normal.ca et vous trouverez tout là-bas. Parfait. Donc, Lauriane, ça, c'est où tu es aujourd'hui. Clairement, c'est une mission d'impact qui a de l'impact sur des gens qui ont des maladies orphelines, mais aussi des maladies qui sont plus répandues. Mais depuis qu'on s'est parlé, je sens que c'est une mission qui résonne avec toi profondément. Et donc, tu as trouvé cet emploi où tu peux faire quelque chose qui remplit en toi un besoin d'avoir un impact dans la société Mhm. au sens plus large. Mais ça, c'est où tu es arrivé. Mais il y a eu un cheminement jusque-là et je suis sûr que la Lauriane qui est sortie de Mine Paris Tech, elle ne savait pas que c'est ça qu'elle allait faire. Non, elle serait surprise même, je pense. Donc, Oui. parlons-en de ce peut-être des détails plus granulaires de ce cheminement et de comment on trouve un alignement, comment aussi on apprend, comment toi tu as appris à euh, te connaître un petit peu plus, parce que moi, on en parlait un peu avant l'entrevue, quand on est à l'université, on suit une espèce de courant qui nous mène au début de nos études universitaires, fin de notre licence, et après, peut-être on fait un master, peut-être on fait un doctorat, mais on est dans cette culture, on est dans cette école, et on se connaît par rapport aux repères qu'on a à l'intérieur de ces murs ou en tout cas de ces balises. Mais après, Mhm. on finit, on obtient notre diplôme, et là, on plonge dans une grande piscine où on ne connaît pas la profondeur, on ne connaît pas le nom du sauveteur, peut-être on ne se connaît pas les techniques pour bien nager. C'est ça, j'aimerais peut-être qu'on recule donc en arrière et qu'on parle un petit peu de ça. Comment ça s'est passé pour toi, cette arrivée dans le milieu du travail, dans le tissu socio-économique, et de petit à petit comprendre qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui m'intéresse pas, c'est quoi mes valeurs, comment je peux aligner ce que je vais faire avec mes valeurs, etc. C'est un cheminement par lequel tout le monde passe en principe, mais qui est un peu confrontant au moment où on sort du milieu un peu particulier qui est le milieu académique. Mais peut-être pour commencer, ce serait intéressant que j'explique. C'est vrai que je viens du domaine académique, mais aussi c'est un peu différent peut-être de comment c'est fait à la fois en université en France, mais aussi université au Canada ou ailleurs dans le monde. Mais là où je me reconnais 100%, c'est la voie un peu toute tracée. J'étais bonne au lycée, bonne élève, bonne au lycée en sciences, donc, et puis ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'étais bien contente de juste continuer dans cette voie-là. Puis il y a comme cette voie un peu royale en France où quand on est bon élève, on vous pousse à aller en prépa scientifique. Donc, c'est 2 ans de préparation très, très intense. On est comme des oies gavées de savoir. Alors, pour moi qui avait juste envie d'en savoir toujours plus, de toujours mieux comprendre, c'était assez merveilleux, honnêtement, comme idée. Après, sur place, c'est sûr que j'ai choisi une des prépas les plus difficiles, donc Okay. c'était difficile. Oui, J'ai pas choisi la voie facile. Aucun regret, mais c'est sûr que c'était, voilà, je vais pas le éprouvant. cacher, c'était éprouvant, ouais, 100%. Et puis même là, il y avait un peu déjà l'idée de faire en sorte de profiter chacune de ces expériences que j'allais vivre et
de tracer ma propre voie, ma propre façon de vivre ces 2 années. Donc, j'ai suivi les cours pareils, mais j'ai aussi toqué à la porte. J'étais à l'internat, donc toqué à la porte de mes voisins que je connaissais pas encore, puis leur dire: «Hey, est-ce que tu voudrais, venir me joindre? Je commence une chorale». C'était OK. complètement improvisé, mais on a fait une chorale, puis on chantait des Disney, on chantait des juste pour voilà, c'était dur, c'était rough, c'était vraiment demandant, et c'était, des moments de joie, des moments Mhm. qui nous ressourçaient pour continuer et persévérer dans ces 2 années quand même, difficiles. Oui. Hem c'est ça et même là, je sortais de ma zone de confort parce qu'avant ça, personne m'avait entendue chanter. Même chez nous, Mhm. je chantais, mais il fallait qu'il y ait personne d'autre. J'attendais que tout le monde était parti. Et là, je me suis fait prendre à mon propre piège, où, si tu mènes une chorale au piano, les gens, faut leur apprendre la chanson, donc faut bien chanter devant des gens. Donc ça m'a aussi, c'était une des premières f enfin, une des fois où j'ai commencé à sortir de ma zone de confort et puis d'étendre un peu plus, mon domaine du possible. Je pense vraiment que chacun, a un potentiel illimité, puis qu'on se donne un peu des limites mentales, Mhm. heu un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est juste un exemple d'une limite mentale. Personne ne m'entendra chanter. Mais au final, l'envie de partager ce moment et partager cette joie de chanter ensemble, parce que la chorale, c'est vraiment fantastique pour ça. C'est une expérience assez unique ou même juste musicien dans un orchestre. J'ai pu vivre toutes ces expériences-là. J'avais envie de le recréer ici, d'aller surmonter sa peur, surmonter ces limites qu'on se donne pour se dire, finalement, c'est pas ça l'important. Et puis c'est pas grave si, ma voile déraille, si je suis un peu fausse, on partage cette joie-là. Oui. Donc c'est ça. Donc 2 années très difficiles, et puis tout se joue, heu, on prépare quoi? On prépare un gros concours. Donc OK. c'est, comme 4-5 semaines, ça dépend, on s'inscrit à combien de concours là, mais à peu près d'écrits et ensuite les oraux pour les écrits qu'on a bien réussis et à chaque fois, il y a comme une série d'écoles à laquelle on peut, prétendre, si on a un bon score, on peut prétendre à toutes les écoles, puis dépendamment de où on est dans le classement, on a de moins en moins de choix. Donc évidemment, c'est un peu une voie royale. Tu es bon au lycée, tu vas en prépa. Tu es bon en prépa, tu as réussi ton concours, tu vas à Tu la vas aux meilleure grandes école que écoles. tu es capable d'avoir. C'est Exactement. ça. Et j'ai fait ça, voilà, la voie est toute tracée. Mais aussi, quelque chose dont je me souviens, 2 anecdotes, de ma période de prépa que je trouve, rigolotes et puis qui témoignent d'un peu des principes qui m'ont toujours un peu guidée, c'est de ne pas se censurer, de quand même rêver grand. Donc j'étais dans cette prépa finalement très difficile. En première année, moi qui étais bonne élève, bon, en France, on note sur 20, donc c'est pas Oui, en pourcentage, mais c'est sur 20. 20 sur c'est 20, sur c'est 20, la oui. meilleure note. 0 la pire, voilà. Mhm. Donc je passais de, je sais plus moi, 18-19 sur 20 en maths, voilà. À tout d'un coup, j'avais 5 sur 20 en maths. Donc c'était voilà, c'était vraiment, secouant et on avait passé toute la première année de prépa à me dire que j'étais vraiment pas très bonne en maths. Puis en deuxième année, c'est comme: ça s'améliore un peu, mais franchement, on limitait la casse plutôt et Mhm. hem et au final, j'ai quand même tout donné au concours. J'ai quand même rêvé, je rêvais d'aller aux mines, en fait, les mines de Paris justement, parce que c'est une école où on peut continuer à un peu toucher à tout et avoir, une base scientifique très solide aussi. Donc ça m'attirait beaucoup et mais quand je le disais, je me souviens encore, pour moi, c'est comme dire aujourd'hui: «J'aimerais être astronaute». C'est comme on a le droit Mhm. de rêver, mais bon, on s'entend que c'est pas très probable. Oui, oui, oui. Donc c'était exactement ça aussi pour moi, les mines de Paris. Je le disais ça: «Ouais, j'aimerais bien aller aux mines de Paris», mais c'est extrêmement difficile d'y arriver. Puis pour moi, c'était complètement inaccessible. J'avais 5 sur 20 de moyenne en première année. Qu'est-ce que tu veux que j'aille, Mmh, mmh là-bas, mh. là? Ouais. Hem, mais j'ai essayé, le jour des concours, le jour j'ai juste continué, persévéré, quand même se donner y aller sans aucun regret, à y aller à fond. Et ma grande surprise, j'ai été, dernière admise, mais admise quand même, du Ça bon compte côté pas. de la ligne. Bah oui, Ça compte exactement. pas. Donc ça, c'était vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur de de s'accrocher à ses rêves et de pas se censurer, de vraiment,
se donner les moyens d'y aller, puis rêver Mhm. grand, puis pas avoir de regrets. Puis dans ma vie, soit j'ai réussi à atteindre ces objectifs à ma plus grande surprise et joie en même temps, Mhm. soit ça n'avait pas fonctionné, j'ai comme atterri un peu à côté, mais finalement le à côté, je le savais pas à l'époque, mais c'était presque mieux. J'ai Oui. vécu encore une Mhm. meilleure expérience, donc vraiment ça c'est quelque chose qui se retrouve partout. Puis aussi en première année, j'ai stressé énormément. Je me souviens la première semaine, j'ai perdu comme 5 à 10 kilos. Enfin, vraiment, OK. c'était physiologiquement une grosse réaction de Ah stress. oui. Puis c'est comme si en deuxième année, je me suis dit, mais ça sert à quoi en fait? Ça m'a servi à quoi de stresser autant dans ma première année? Ça prend juste plein d'énergie. Puis là, j'en ai comme plus tant. Donc, j'ai juste arrêté de stresser, puis juste Mhm. concentrer mon énergie sur travailler. Bon, ça m'a pris une année complète à me faire énormément de stress, mais ça m'a Ah oui. beaucoup, j'ai complètement changé en deuxième année. Donc vraiment, on à nous de vivre ce qu'on a besoin de vivre, mais on peut transformer, les choses, on peut choisir, Oui. comment est-ce qu'on veut vivre, même les expériences les plus difficiles, bon voilà, c'était une réponse un peu longue. Puis, autre chose qui me semblait intéressante dans ta question, c'est au final, tout ça, on apprend en prépa, on apprend qu'est-ce qu'on a besoin pour être bon au concours. Heu, En école, on apprend qu'est-ce qu'on a besoin pour, passer à l'année suivante. Mhm. Ou comme il y a comme des codes, des critères extérieurs où c'est juste: «OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que ça fonctionne?» Et effectivement, quand on se retrouve dans le monde du travail, c'est plus les mêmes codes. Mhm. Mais quelque chose qui m'interpelle dans tout ça, c'est que c'est tout le temps des critères extérieurs. C'est des gens qui ont décidé que ça allait être comme ça, mais c'est aussi important de se rendre compte qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi l'essentiel. On n'a qu'une vie là, elle est précieuse. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est de gagner le plus d'argent possible puis d'avoir une maison avec un petit jardin ou Mhm. est-ce que c'est de faire des choses qui ont du sens? Et peut-être au passage, j'aurai une maison avec un petit jardin. C'est comme Oui. pas le but premier. Ouais. Mais et puis c'est correct. Moi, je pense que c'est un parcours, donc si on a besoin de rêver de gagner plein d'argent, puis qu'on gagne plein d'argent, puis qu'on se rend compte que finalement, c'est pas ça qui apporte le bonheur, si ça prend ça, c'est correct de rêver d'avoir plein d'argent, mais de se connecter à ce que notre petite voix intérieure nous demande et rêve, c'est tellement important. Puis, dans le monde du travail, il y a une variété si grande de choses qu'on peut faire, que Oui. ça prend cette sorte de boussole intérieure pour, un peu s'orienter dans tout ça. Quel domaine, quel type d'emploi? Donc, Mhm. voilà, c'est ça que ça m'inspirait, ta question. Très bien. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a, en tout cas, de ce que tu viens de dire, c'est cette question de la boussole intérieure. Et quand on décide de poursuivre nos études et de continuer à poursuivre nos études, c'est comme un peu ce que tu as mentionné. Il y a la boussole, là, c'est quelqu'un d'autre qui la tient et qui nous Mmh. dit, venez, c'est par ici. Et donc, nous, il faut qu'on joue les règles du jeu et qu'on les suive et qu'on se donne un peu, qu'on assume peut-être même tu sais, quand on se voit dans 5 ans, ben, on se voit dans cette perspective-là. Je veux être Mmh. professeur, je veux être, tu sais, Mmh. en tout cas, je veux avoir, euh, tu sais, je veux être ingénieur, mais après, une fois qu'on on décide, et ça, on n'en a pas parlé, quand tu as obtenu ton master, mais souvent, quand on obtient notre diplôme, c'est un moment de réflexion et de se dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ce diplôme? Est-ce que je continue sur cette, comme tu disais, voie royale? Ou bien est-ce que finalement, j'ai déjà compris que je ne suis pas super aligné avec et que là, il faut que je fasse Mmh. quelque chose d'autre. C'est un peu pour ça que j'ai lancé le balado, parce qu'il y a plein de monde, surtout si tu arrives au doctorat, tu sais, 80% des gens ou plus devront sortir de du milieu académique et trouver leur place et des fois créer leur place dans le tissu socio-économique. Et oui, donc d'avoir, de prendre le temps et surtout de donner la priorité à cet exercice d'introspection et de création de cette boussole intérieure. Et c'est un Mmh. travail, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un travail au jour le jour parce que la boussole, là, c'est pas quelque chose qui reste stable. Des fois, elle change un petit peu. Et après, il y a la Oui. deuxième chose que j'ai trouvé intéressant, c'est souvent, on va se lancer dans une expédition, on veut trouver l'Inde et on tombe en Amérique.
et, et, euh, et, euh, et donc, c'est pas un échec, c'est pas ce Mm. qu'on voulait. Et, et si on a une boussole intérieure et on a le contrôle de notre boussole intérieure et du design de notre boussole intérieure, on peut se dire, bon, hey, finalement, tu sais, je suis atterri en Amérique. C'est pas vraiment l'Inde. On m'a dit que j'étais pas exactement à la bonne place, mais l'Amérique, ça a l'air cool quand même. Bon, après, on oublie on va pas parler du côté triste de l'histoire et de tout ça, mais tu comprends ce que je veux dire comme Mhm. métaphore. J'ai beaucoup aimé cette idée de, il faut être prêt à ce que des fois, l'univers, il nous donne pas les cartes qu'on pensait. Ouais. Mais que ça ne veut pas dire qu'on a perdu le jeu. Ça veut juste dire que le jeu ne s'en va pas exactement où on voulait et qu'on a aussi le pouvoir, si on est le maître de notre boussole, de dire, bon, ça c'est mon nouveau chemin. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce nouveau chemin? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et des fois, on se dit, et moi, ça m'est arrivé aussi dans mon processus d'aller à l'université. Personne dans ma famille était allé avant faire des Mm. études universitaires, donc j'avais pas vraiment de mentorat sur comment faire. Et j'avais mis médecine, biochimie, j'avais mis biologie, pas en premier, mais moi, c'est ça que je voulais faire. Puis finalement, je suis tombé en biologie au Portugal. Donc, j'ai eu. Puis, tu sais, ça, t'es tombé pas là où c'était ton choix A, Mhm. mais finalement, tu sais, 1 an, 2 ans après, tu es comme non, c'est ici ma tribu, là, c'est ici que je devais être. Mais souvent, tu sais, je pense aussi, ben, je pense au Portugal, je pense tu sais, à des cultures, surtout du sud de l'Europe, je sais pas, en tout cas, c'est ce que je connais. Souvent, il y a de la pression familiale, tu sais, médecine, tu sais, si tu es bon en sciences de la vie, c'est médecine qu'il faut faire. Et Oui. donc, et donc la famille, c'en est une, mais dans la vie, surtout quand on est jeune et qu'on est en train de se former, il y a des pressions qui viennent. Des fois, ça peut être de ton encadrant de master qui dit, ah, mais t'es bon, il faut que tu ailles ou t'es bonne, il faut que tu ailles au doctorat. Mhm. Il faut avoir une boussole intérieure. Donc, j'ai beaucoup aimé ces deux côtés de développer sa boussole intérieure et être prêt à ce que des fois, il faut réorienter parce qu'on on tombe pas exactement ou on n'a pas accès exactement à- à l'issue qu'on voulait. Maintenant, toi, Mhm. quand tu as terminé, l'autre chose intéressante, ça, je veux pas le manquer. Une autre chose intéressante et que je trouve que je ne sais pas si tu as eu la chance d'avoir cet instinct, mais c'est la création de la chorale. Moi, j'ai participé à une chorale, mais c'était la chorale de l'Université de Lisbonne. Là, je n'ai pas créé. Mais très souvent, dans ce balado, les histoires qu'on me raconte euh, sont des histoires où c'est très difficile, comme toi, tu parlais dans ta prépa, et qu'il y a le fait d'avoir une communauté non liée au côté académique est très importante pour l'équilibre émotionnel, mental et même pour la performance intellectuelle et académique des gens. Et donc, j'ai Mhm. trouvé ça vraiment euh, parlant du fait que tu as voulu le mentionner, ça veut dire que ça a vraiment été important pour toi. C'était pas juste un ah, j'ai chanté pendant que j'étais. Et je pense que tous ceux et celles qui sont maintenant, qui font des études, tu sais, qui veulent aller plus loin dans leurs études et qui sont peut-être au master, peut-être en prépa, peut-être au doctorat, et qui tombent un peu dans ce piège de rester seul et de ne pas se permettre d'avoir d'activités para-académiques. Ces activités-là, elles peuvent avoir l'air d'être, tu sais, ou peut-être même que votre encadrant va vous dire que c'est une perte de temps, puis que vous devriez passer plus de temps au labo. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans votre santé mentale et c'est un investissement dans votre, comment dire, dans votre croissance, dans votre, comment dire, maturation en santé en tant que jeune chercheur, jeune chercheuse, jeune scientifique, à mon avis. Parce qu'on est plus que juste ce qu'on fait. Ah, tellement, tellement. Et puis, tu l'as si bien dit, le piège de se sentir seul. Je pense que, en tout cas, personnellement, ça m'arrive, là, c'est pas tout le temps tout rose, tout bisounours. Je traverse des obstacles, des moments plus difficiles dans la vie. Ça arrive à tout le monde, mais Oui, souvent, quand on y est, là, au cœur de la tempête, on se sent si seul. On a l'impression que notre souffrance, elle est
si lourde, si envahissante, mais on pense qu'on est le seul à pouvoir à le vivre et à pouvoir comprendre ce qui se passe. Et c'est le piège de la souffrance, c'est très isolant. Exact. Et que ce soit dans le monde académique, enfin, vraiment, je pense que ça se traduit pour n'importe qui, n'importe quelle phase de la vie. Et c'est Mhm. émotionnel, mais c'est quand même, il n'y a rien de si faux. Tout le monde, c'est comme une des expériences les plus communes qu'on a tous de passer à travers des moments de souffrance, que ce soit du deuil, enfin, Oui. vraiment n'importe, et puis n'importe quoi est valable. Euh, Parfois, on met beaucoup d'efforts dans un exposé oral, puis ça se passe pas bien, puis ça nous effondre complètement. Ça sert à rien de se flageller à se dire, mais là, qu'est-ce que j'ai à déprimer à un Mhm. truc aussi peu important. Enfin, on a tellement plein de voix intérieures qui peut nous isoler. Et, et encore une fois, tout le monde vit ça. Puis il y a comme, à chaque fois que je le vois venir, c'est quoi déjà le voir venir, ça l'aide. Puis c'est quoi qui m'aide à en sortir, c'est de me rappeler, mais là, j'ai des amis, je connais des gens. Puis même si c'est pas encore des amis, ben, peut-être ça va le devenir. Puis de faire ces ponts, donc cultiver des amitiés, cultiver des liens humains, s'ouvrir aussi. Souvent, voilà, ça prend vraiment toute la place, la souffrance, mais quand on s'ouvre aux autres, ben, les autres aussi peut-être passent à travers de souffrances et ça nous on a souvent une vision très réduite quand on souffre. Tout d'un coup, Mhm. ça vient s'ouvrir, ouvrir nos horizons et de se dire, hey, ok, déjà, je suis pas toute seule à vivre ça. Et ensuite, puis c'est peut-être pas exactement la même chose qu'on vit, mais souvent, ça va faire écho. Et aussi, même, oh, ben là, lui, il passe à travers quelque chose que moi, j'ai surmonté il y a 2 ans. Et Et, voilà. et c'est tellement réjouissant de pouvoir encourager quelqu'un d'autre, semer cette petite graine d'espoir, ce petit vent de, Mhm. c'est ça, d'espoir et de courage je trouve ça magnifique de pouvoir le faire. Puis j'encourage les gens, voilà, à vraiment pas tomber dans le piège de se sentir seul. Puis c'est facile à dire parfois. Faut aussi appeler à de l'aide, là, des Oui. psychologues, des aides sociales. C'est tout à fait correct. Il y a des maladies physiques, on se casse une cheville, il y a des maladies mentales. Voilà. Faut se faire soigner. C'est parfait aussi. C'est pas que les amis tout le temps, mais vraiment, on n'est pas seul dans ce qu'on vit et surmonter. Et quand on n'y est pas, là, dans cette tempête, on peut aussi se rappeler toutes les tempêtes, montagnes qu'on a escaladées. Et ça m'a apporté aussi une grande confiance dans la vie. Au début, quand j'étais jeune diplômée, je me disais que j'avais tout à prouver, Mhm. et puis à moi-même en premier. Et plus j'avançais, plus je disais, hey, j'en ai fait des choses intéressantes, qui m'intéressent en tout cas. J'en ai eu de l'impact, j'en ai encouragé des gens qui se sentaient ça, et plus ça va, et j'en ai surmonté des difficultés. Euh, Difficile. On a surmonté la COVID, la pandémie. Et je pense que Ah oui. chacun peut rattacher une histoire personnelle autour de ça. Et l'histoire de la boussole aussi, j'aime bien les images. Hein, alors, on va continuer avec. Oui, oui. c'est, ça peut nous guider à monter, escalader la montagne qu'on voit là, qu'on a envie d'escalader. Puis une fois qu'on est au sommet, donc c'est pas forcément facile, hein, toutes les randonnées, parfois on est épuisé, on a besoin de faire une petite pause, prendre soin de nous. Mais une fois qu'on est en haut, là, on a une vue complètement dégagée, puis c'est correct de prendre sa boussole et puis se dire, OK, j'ai fait ça. Mais là, je me rends compte que j'ai envie d'aller là, parce que tout d'un coup, je vois une perspective complètement nouvelle du territoire sur lequel j'étais, mais c'est une Mhm. perspective nouvelle et qui m'attire. Il y a quelque chose de nouveau qui m'attire par là-bas. Mhm. Et aussi, ben, j'ai monté mon petit sommet en face de moi, mais je me suis. Maintenant, j'ai des jambes plus solides. Mhm. Je me suis entraînée et je peux monter des sommets de plus en plus grands. J'aime beaucoup cette image. Je parlais de Gandhi, il y a un autre penseur, c'est un philosophe japonais, Daisaku Ikeda, qui partage cette image. Je la trouve très, très inspirante. C'est aussi Mhm. quelqu'un qui vient, tout ce que j'ai dit sur la souffrance, qu'on n'est pas seul, c'est aussi des encouragements qu'il a écrits qui m'a beaucoup porté à avoir cette autre perspective si Mhm. je le voulais. Ouais. Oui, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'image aussi et merci de partager tout ça parce que en effet, tu sais,
quand on est dans ces passes-là, dans ces moments-là, on a en effet l'impression que c'est juste nous, c'est juste nos faiblesses. La personne à côté, elle publie ou ça marche super bien. Non, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses challenges. Et, euh, et l'avantage d'avoir une tribu, une communauté à côté qui n'a aucune attente académique de nous, ben, ça fait Mmh. qu'on peut toujours aller recharger nos batteries auprès de ces gens-là. Et je vais juste terminer là-dessus parce que j'aimerais continuer sur ton histoire, mais souvent, tu sais, quand on décide d'aller creuser plus, d'aller assouvir notre curiosité, notre désir de plus de connaissances, on, on accepte ce mode d'existence où l'exigence est super haute et la tolérance à l'erreur est très, très basse. Mmh. Et, ce qui fait que ben, dans ce contexte-là, on, tu sais, c'est ça qui nous emmène dans la vision de tunnel, dans le fond, c'est que on commence à se dire, ah non, ça c'est pas parfait, il faut que je mette plus de temps, il faut que je mette un samedi, il faut que je mette un dimanche. Et là, on commence, nous, à couper les ponts et on se dit, participer, tu sais, aller à mon club de cyclisme ou aller à mon groupe de théâtre, c'est du temps que je suis en train de voler, disons, à mon avancement académique. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est non, c'est un investissement dans resetter votre cerveau pour que lundi, vous soyez à 100% et vous puissiez résoudre ces problèmes, puis ces obstacles, ces écueils scientifiques que vendredi, vous donnez une envie de rester au labo toute la fin de semaine. Mais c'est un piège, comme je l'ai dit, à mon avis. Et Mmh. c'est sûr qu'il y a toujours des moments où il faut pousser un petit peu plus, mais ça ne peut pas être systématique, puis ça ne peut pas nous couper de la vie sociale qui est tellement centrale à notre existence d'être humain. En tout cas, revenons à ton histoire. Tu finis ton master et là, est-ce que vers la fin du master, sais, tu savais déjà où tu t'en allais? Parce que là, bon, clairement, tu as mentionné que tu avais tout approuvé. Ou c'était un peu comme ça que tu te mettais devant des projets ou devant ce qui s'en venait. Mais comment est-ce que tu as entamé cette recherche, cette orientation interne de, OK, où est-ce que je m'en vais maintenant à partir d'ici? Puis dans tous ces écosystèmes, tu sais, que ce soit startup, business, etc., c'est où est ma Mmh. place? Parce que tu as quand même fait des choses différentes. Donc, j'aimerais aborder un petit peu comment cette conversation interne, mais peut-être aussi avec des mentors ou d'autres personnes, ça, on peut en parler aussi. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as découvert dans le fond ou qu'est-ce qui t'a surpris une fois que tu as quitté les murs, c'est ça, les murs de l'université, disons. Mmh. Mais déjà, j'ai eu la chance de pouvoir pendant l'université, enfin pendant mon école d'ingénieur, Mhm. heu, explorer, avoir je sais plus là dans la liste que tu as fait au début, peut-être la moitié, le tiers, c'est des expériences que j'ai eues avant le Oh, diplôme. OK, cool. OK, OK. Donc ça, c'est quand même très précieux. Eh oui. Il y avait un startup week-end. J'étais intéressée par le monde des startups. J'y suis allée, j'ai passé le week-end là-bas. Ça m'a ouvert les portes de ce monde-là. Accessoirement, on avait gagné le deuxième prix, le prix du jury. C'était une petite Wow. victoire, mais en fait, ça, on s'en fiche. C'était l'expérience elle-même. J'ai pu toucher du doigt quelque chose qui Mhm. m'intéressait, d'aller un peu plus loin, à quoi ça peut ressembler. Bien sûr, c'était qu'un week-end. J'ai pas monté ma start-up. Je sais pas ce que ça fait. Mais c'est resté. Puis après, plus tard, j'ai pu faire un stage de 4 mois et demi dans un incubateur de start-up. Donc là, j'étais à côté des fondateurs, on les aidait. Donc, comprendre au quotidien, ça veut dire quoi? Ça mange quoi en hiver d'être fondateur de start-up? Ben, c'est une réalité qui est pas tout le temps glamour. Hein. La plupart des startups, elles vont pas fonctionner. Et en même temps, c'est très dynamique, tellement d'énergie, puis il en faut. Puis c'est magnifique les gens qui ont le courage de se lancer là-dedans. Moi, ma conclusion tout à fait personnelle, c'était aussi, OK, faut vraiment avoir l'énergie de se lancer là-dedans. Le jour où je lance une startup, c'est vraiment, j'ai l'énergie de m'édidier. Et aussi, c'est pas plus mal d'être, avoir,
tout un système d'organisation. Je sentais que j'avais encore trop de choses à apprendre, que je faisais du travail, mais j'avais pas forcément une structure. Comme là, quand tu fondes ta startup, t'as souvent aucune structure, c'est vraiment la page blanche. Mhm. Comment tu gères tes journées, le piège d'y passer le week-end, etc. Je l'ai vu venir, ce piège-là. Je me dis comme, je sais pas si j'ai encore tous les outils pour bien vivre cette expérience. Et OK. puis, bon, raison personnelle, je suis allée ailleurs, c'était parfait aussi. Mais voilà, déjà, c'est pour dire, parfois, si vous avez la chance pendant vos études d'avoir ces expériences-là, c'est magnifique. Des échanges Oui. académiques. Moi, j'ai fait l'échange à la Poly. Concrètement, pourquoi j'ai décidé de venir au Québec alors que j'ai tout le temps vécu en France? Je suis tombée amoureuse d'un Montréalais. Mhm. Donc Ça voilà, arrive. aussi simple que ça arrive. Donc changement de plan. Je pensais faire, vivre en France. Il y a beaucoup de défis là-bas très intéressants. C'est ma zone de confort, c'est ce que je connais. Là, j'arrive au Québec. Mon école est pas du tout connue. Au mieux, on sait que mine de Paris, j'ai pas fait juste du génie minier, c'est déjà pas mal. Mhm. Mais c'est normal, il y a écrit mine quand même dedans, donc Oui, oui. c'est normal de penser ça. Mais non, en fait, ce que moi j'ai fait, ce que j'ai découvert quand tu parlais aussi de la boussole, parfois nous surprend. Je suis rentrée aux mines de Paris en aimant profondément la physique. Physique appliquée, là, c'était ma matière préférée. Sciences de l'ingénieur aussi, quand même pas mal. J'ai fait un stage en physique appliquée, j'ai adoré. Et en même temps, je me suis rendu compte que quand, quand on est ingénieur, quand on est physicien, souvent, on répond à des problèmes et des enjeux qui sont posés par d'autres personnes. Donc, quand c'est dans une entreprise, peut-être par le service stratégie, marketing, c'est quoi la nouvelle tendance du marché. Puis après, les ingénieurs vont concevoir les produits, etc., qui vont fitter avec ça. Et je me suis dit, mais ça doit être vachement plus intéressant. Ça m'intéresse en tout cas plus, personnellement, et puis Mhm. c'est correct d'être n'importe quel endroit de la chaîne. Moi, je préfère me poser la question, qu'est-ce qu'on veut comme innovation? Qu'est-ce qu'on veut Mhm. porter comme changement dans la société? Et finalement, je suis rentrée attirée par la physique appliquée et je suis sortie ravie qu'il y avait pardon, je suis sortie ravie qu'il y ait un labo de sociologie de l'innovation aux mines. Au Oh, début, wow. en plus, mon grand-père est sociologue, alors il m'avait dit ah oui, il y a un super labo de sociaux. J'étais comme ouais, ouais, ça m'était complètement passé au-dessus de la tête, ça m'intéressait pas du tout, je m'en souviens. Et maintenant, en fait, j'ai adoré parce qu'on rentre dans ces nuances souvent, j'avais avant la vision un peu naïve que la meilleure solution technologique allait naturellement s'imposer dans le monde parce que c'était technologiquement la meilleure solution, quoi. C'est celle qui consommait le moins d'énergie ou le Mhm. plus optimal en consommation de matériaux. Enfin voilà, tu choisis un peu ton critère. Mais déjà, quel critère tu choisis, c'est pas du tout neutre. Et ensuite, Mhm. même si on s'entend sur les critères, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution qui va s'imposer ou c'est celle qui a les bons financements, qui est portée par les gens qui sont bien connectés, qui ont le bon réseau, qui savent la distribuer. Voilà, on est vraiment dans des nuances qui m'ont complètement fascinée, passionnée, qui me passionnent encore. C'est mes lectures du soir, souvent, c'est ce genre de livre qui Mhm. raconte. Dernièrement, j'ai lu un livre sur le conteneur, la containerisation. Voilà, bon, bref, vraiment, c'est fascinant de voir comment une innovation vient bouleverser le monde, et c'est pas du tout simple et facile d'expliquer comment une innovation est passée. Donc, oui. Est-ce que tu dirais que, parce que tu as découvert, donc, tu découvert ce terrain qui était plus intéressant pour toi, qui te passionnait, t'as eu Mm. la chance qu'il y avait, il y avait un labo aux mines qui se penchait sur ça. Est-ce qu'il y a eu une conversation? Est-ce qu'il y a eu un séminaire? Ou est-ce qu'il y a eu, c'était comment le déclic de oui, Mm. ok, je suis aux mines, oui, je viens de physique, mais c'est là que je veux m'en aller. Est-ce que, tu sais, est-ce que ça s'est passé juste du fait de la présence de ce département et de présentation, ou est-ce que tu peux parler avec ton grand-père, ou en tout cas, je sais pas, je suis juste toujours curieux de comment, parce qu'il y a souvent de la chance ou de l'imprévu dans les parcours des gens.
Mais, Mm. mais souvent, on peut les retracer à une conversation, on peut les retracer à une lecture. Et j'étais juste curieux de savoir si toi, tu pouvais retracer ça à un événement particulier. Mhm. Euh, Pas nécessairement un événement particulier, non. Je pense que j'ai toujours eu ce côté peut-être un peu philosophe sur les bords, ou Mhm. philosophe ou enfant de 5 ans. Là, pourquoi de se demander, de pas prendre les choses pour acquis, puis se demander mais pourquoi on fait les choses comme ça, pourquoi, voilà. Et en première année aux mines, donc juste après les 2 années de prépa, il y avait un cours de controverse socio-technique. Donc, c'était un Ok. cours mené par ce laboratoire de sociologie et de l'innovation et qui allait introduire toutes ces nuances, les acteurs impliqués, que la science, finalement, la science fait très bien certaines choses. C'est comme un marteau, elle enfonce très bien des clous, mais elle fait pas tout. Elle explique pas qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. C'est pas la science qui va répondre à ça. Non. Et elle va pas non plus répondre à où est-ce que la société devrait s'en aller. C'est encore une fois le côté plus humain et sociologie, et c'est sûr que là c'est comme un peu la version à l'échelle de la société de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre civilisation, même si on veut Mhm. utiliser des grands mots. Où est-ce Mhm. qu'on a envie qu'elle aille. Puis voilà, je pense que j'ai toujours eu un peu ça. Probablement mon grand-père, mes grands-parents m'ont énormément influencé. Je pense que c'est mes premiers mentors Ouais, de loin. ça compte. Ça compte. Euh, et puis, euh, et puis je pense que j'ai toujours été très observatrice. Et puis de voir des personnes courageuses qui choisissent leur voie, qui tombent pas dans la voie royale, ou qui y vont, puis tout d'un coup se rendent compte, mais moi j'ai envie d'être berger en fait, ou je ne Mhm. sais quoi, et qui y vont, c'est les personnes les plus courageuses que je connaisse, et ça m'a toujours profondément inspirée, encore aujourd'hui. Euh, c'est ça. Et puis après, donc, le cours de première année a comme allumé cet intérêt. Je savais pas que c'était un champ. Je savais pas que ça existait, moi, la Mhm. sociologie des sciences et des techniques. Ça existe, STS en anglais, Mhm. Science and Technology Studies. Et voilà, de mettre un nom, de pouvoir un peu plonger ça, c'était super. Et aussi, j'ai validé un peu ce choix en faisant un stage, parce que mon, Ok. mon amour pour la physique était toujours là, et puis est encore présent aujourd'hui. Faire un stage en physique appliquée et me dire, est-ce que je manque pas quelque chose? Pas avoir de regrets. Et le format du stage est parfait pour ça, 3 mois. Ben En oui. plus, j'ai voulu aller aux États-Unis parce que j'avais comme plein de préjugés sur les États-Unis. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça fait d'y vivre pour de vrai, puis d'avoir faire ma propre expérience et pas juste entendre. Mes sources, sinon, c'était un peu Hollywood et puis les médias français. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être mieux de me faire ma propre opinion. C'est Puis, sûr. c'était super intéressant comme expérience. J'ai adoré, mais à la fin de la journée, la recherche que je faisais était, avait une direction qui était guidée par des enjeux de profit et qui n'était pas forcément la Ok. meilleure solution pour des enjeux de durabilité, etc. Et je l'ai vu, j'en ai parlé, ça a été effectivement validé. Et puis je me dis, ok, mais ça m'embête. Mhm. Mhm. Et d'écouter ces réactions, d'écouter souvent j'ai appris un peu ça, le côté aussi quand on se dédie à fond dans un projet, qu'il y a des exigences très élevées, qu'on s'oublie. On oublie, on tait un peu nos petites voix intérieures. Alors il y en a les critiques, les saboteurs, bon, celles-ci elles sont toujours là aussi, mais il y en a d'autres qui sont très bienveillantes et qui se disent en ce moment ça va pas fort, ou je comme me sens, il y a quelque chose qui me dérange, et juste d'aller creuser, c'est comme une pelote de laine, d'aller creuser, voir qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce que ça et ça m'a vraiment guidée. Ok, c'est important pour moi de savoir que ce pourquoi je travaille, ça fait avancer la société dans un sens que je trouve bon, Ok. en termes de cours. Ça c'est une de mes valeurs clés. C'est important pour moi que ce que je fais, c'est du travail de qualité, rigoureux. Ça Mhm. aussi, donc, mais ça prend grâce à toutes ces expériences. Et dans le monde professionnel, moi, j'ai eu la chance de mon stage de fin d'études, le faire dans un think tank. Encore une fois, je ne Ok. savais pas ce qu'était
était un think tank. Mhm. Et je ne savais pas qu'on pouvait être payé à réfléchir et mon sujet, c'était comment guider l'innovation, sous-entendu technologique, vers la transition écologique. OK. Wow. C'est passionnant comme question. Ben oui. Comment ça, je peux passer 4 mois de ma vie à m'y plonger à ce temps plein, Mhm. et en plus être un peu payé, bon, salaire de stagiaire, mais quand même tout à fait respectable. Oui. Heu et même il y en a qui en font des carrières entières, mais c'est merveilleux. C'est dans un institut, très réputé en France, l'IDRI, voilà, c'était super stage. J'ai adoré, puis après, bizarrement, j'ai continué à travailler dans des think tanks. Donc, quand je me suis installée au Québec, c'était à l'Institut de la technologie pour l'humain, qui existait en France et qui voulait s'expatrier au Québec. C'était aussi, au final, j'arrivais pas à être embauchée par des personnes localement au Québec. Le côté immigration est un facteur. Les gens connaissent pas Oui. mon diplôme, je suis jeune diplômée. Ils comprennent pas mon profil quand même assez unique, assez Oui. étrange. Comment Mhm. ça, ingénieur mais généraliste et sociologue. Attendez, sociologue de l'innovation, on comprend pas. C'est pas Donc, oui. c'était compliqué, sans aucune expérience canadienne, de trouver quelque chose au Canada. Donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir cette première expérience. Et après, j'ai continué. Une fois que j'avais une première expérience canadienne, là, je pense que le Canada est assez fantastique. Quand on fait ses preuves, quand on démontre qu'on sait faire des choses, on fait des beaux projets, voilà, on a des choses concrètes à montrer de notre travail. Après, j'ai jamais eu de problème à trouver du travail Voilà. ici depuis. Et j'ai continué à travailler sur des enjeux passionnants à nord ouvert sur la gouvernance des données. C'était vraiment fascinant pour la ville de Montréal en plus, très concret, des Mhm. projets très concrets. On sait à quoi ça ressemble une mauvaise gouvernance des données malheureusement, mais est-ce qu'on est capable d'imaginer c'est quoi une bonne gouvernance des données? Une gouvernance Ouais. des données enviable qui serait Mhm. c'est quoi ce monde idéal qu'on aimerait mettre en place? Donc le conceptualiser, mais aussi l'appliquer concrètement dans les projets de Montréal en commun. C'était une aventure tout à fait, merveilleuse. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai fait un peu mon parcours après le master. Et après 3 ans et demi dans la gouvernance des données, je sentais que je devenais, bon, très vite, on m'a appelée experte en gouvernance des données parce que qui travaille vraiment à temps plein sur ces thématiques, pas tant de monde. Donc voilà. Et, et j'aimais pas tant cette position d'experte. Je voulais encore OK. apprendre énormément. Je voulais continuer à toucher à tout. Donc c'est pour ça un peu, je connaissais le monde de la donnée, le monde de l'IA, je le maîtrise, enfin, je le maîtrise. Je sais ce que je sais pas, surtout. Ouais. Je pense plus on est expert, plus on sait tout ce qu'on ne sait pas. Ouais. Mais voilà, c'est un monde familier. Je connais les codes, j'ai mes repères, j'ai quand même beaucoup de connaissances, compétences, et j'ai voulu me lancer dans cette nouvelle aventure dans le médicament, un monde que je connais pas du tout. La biologie, j'ai arrêté, j'avais 15 ans, 16 ans, Ouais. enfin Il y a vraiment, longtemps. il y a vraiment longtemps, très longtemps. Et j'adore ça. J'ai compris que j'avais ce besoin d'apprendre. La mission, elle est magnifique. Et aussi, j'ai compris, grâce à mes expériences d'avant, que j'adore connecter avec des gens. J'adore. On s'est rencontrés dans un événement de réseautage. C'est pas pour rien. J'adore les événements de réseautage. J'adore rencontrer, me nourrir de tous ces profils, des personnes passionnées qui ont. C'est une richesse en fait d'avoir autant de points de vue autour de la table, et c'est cette curiosité naturelle, authentique, qui je pense se ressent, puis qui fait peut-être ma force pour Mhm. être justement. Donc je suis responsable des partenariats, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, je suis bonne à le faire, puis c'est ça que puis en plus ça sert la société, donc le fameux ikigai là, cette sorte d'alignement. Yeah. En plus on me paye pour le faire, alors Ouais. on va demander de mieux. Je J'ai jamais été aussi alignée, et tout ça c'est pas juste grâce à cette dernière expérience. Enfin j'ai trouvé les chaussures à mon pied, mais avant dis donc, non, c'est pas du tout ça. Grâce à toutes les petits euh, bouts de mon chemin, chaque pas était un pas vers l'avant, de mieux me connaître, de mieux comprendre ce que j'aimais. Parfois, Mhm. c'est des expériences où j'ai compris ce que j'aimais pas. Et Très important. c'est super important. J'étais malheureuse, ça fonctionnait vraiment pas. Et là, c'est comme, ok, super, génial, j'apprends ce que j'ai pas envie de revivre. Parfait, on Voilà. note. Oui. Et c'est grâce à toutes ces expériences que je suis là où je suis aujourd'hui. Puis j'ai jamais été aussi
heureuse dans une job et j'espère que ce sera toujours ça que je Mmh. dirais, que même le prochain, je serai encore jamais aussi heureux et cetera Oui, et et une équipe formidable aussi, enfin vraiment, voilà, je peux parler encore excellent. 1 heure de à quel Ah point oui. je suis à ma place, à conscience et comment je m'éclate, mais je vais m'arrêter là. Mais c'est merveilleux, puis ça, je l'ai senti depuis que tu sais, aussitôt qu'on s'est parlé. Mais même moi, c'est sûr que, moi, je travaille souvent dans des projets de communication, envers des communautés dans certaines maladies, que ce soit l'hémophilie ou d'autres et tu sais, en tout cas, moi aussi, je triperais de d'être impliqué dans une mission et dans une organisation avec cette mission-là parce que c'est très aligné avec mes intérêts et mes projets, même si moi je suis Mmh. dans je le fais dans un angle différent. Mais on arrive à la fin de l'entrevue et on a beaucoup, 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 beaucoup parlé de, de cette maturation. Tu sais, c'est comme d'être un bourgeon, puis de finalement fleurir. Tu sais, et chaque printemps, on peut fleurir à nouveau, là, mais de partir de je suis bon en sciences, donc je fais ces études-là. J'aime la physique, donc je vais faire ça. Je veux aller en génie, donc je vais à cette école-là. Je pensais pas que j'allais réussir, mais je suis rentré. C'est difficile, je vais combattre. Tu sais, je mets tout ce que je peux et j'ai mon diplôme. Et après, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans tout ça, c'est il y a plein de petits points d'inflexion dans ton chemin, comme c'est normal. Et des fois, comme tu dis, comme on a mentionné avant, on peut carrément tomber à côté de là où on voulait, mais des fois, on peut tomber où on dit, ça y est, je suis tombé à la bonne place, et après un mois, tu vois que c'est pas la bonne place. Il faut, Mmh. encore une fois, si tu es le timonier, si tu es la personne qui a la boussole, tu peux dire, bon, j'ai compris, j'ai ma leçon, je vais noter ça pour ne plus l'oublier, et là, je vais chercher quelque chose d'autre. Il n'y a rien qui est final dans ce processus-là, et de plus en plus, les carrières sont une espèce de mosaïque qu'on monte année après année. C'est plus Mmh. comme avant, où tu tombes dans une carrière et après tu fais 30 ans dedans. Mais il y a un point que j'ai trouvé vraiment clé, pour ajouter à tout ce qu'on a déjà dit auparavant, je ne veux pas me répéter, mais c'est combien la chance ou la possibilité que tu as eue, et aussi le désir que tu as eu d'aller faire des stages, d'aller à l'étranger pendant tes études a été clé dans la construction des bases de ce cheminement-là. Et encore une fois, ça, je l'ai déjà mentionné dans plusieurs épisodes au-delà de la thèse. Si vous avez la chance de faire un stage dans l'industrie ou au gouvernement, dépendamment de votre domaine, pendant vos études, il y a rien de plus précieux pour votre développement professionnel. Un, ça va diversifier votre expérience et ça va faire que euh, à la fin, vous n'avez pas juste votre diplôme à montrer à la personne. Vous allez pouvoir dire, et pendant mon diplôme, j'ai été là, j'ai appris ceci, j'ai monté ce projet ou contribué. Vous aurez des histoires qui vont vous différencier de personnes à côté de vous qui viendront juste avec le diplôme. Mais ça c'est juste un côté pratique. Donc, pour vous, c'est que ça va faire deux choses, et une, on vient de les mentionner. Vous allez pouvoir, très rapidement apprendre qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le milieu, c'est dans ce qui est à l'extérieur d'où vous êtes en train de faire votre diplôme, que ce soit académique ou pas. Hein. On pense des fois, oh, un grand institut aux États-Unis, ça, c'est top, je vais être à la meilleure place, puis tu arrives et tu n'aimes pas la culture, ou il peut y Ouais. avoir plein de choses très, très Mmh. importantes. Donc, les résultats négatifs, très importants quand on parle de développement de carrière, parce qu'ils instruisent vraiment beaucoup où est-ce qu'il ne faut plus investir vos efforts Oui. de recherche. Euh, et, euh, et après, c'est que vous allez connaître des gens à l'extérieur, donc votre réseau, tout à coup, organiquement, il va grandir et il va devenir beaucoup plus diversifié. Si vous êtes dans des projets, vous allez devoir apprendre
apprendre de tout l'état de l'art dans, je sais pas, la technologie dans laquelle vous travaillez, mais aussi le langage de ces gens-là, que ce soit des startups ou des entreprises, si vous êtes par exemple en doctorat CIFRE en France. Donc, il y a tout ce côté-là qui va faire que le jour où vous allez dire, bon, j'ai fait mon parcours académique, maintenant je m'en vais je m'en vais en business, je m'en vais être employé dans une entreprise, vous allez être des beaucoup meilleurs interlocuteurs en entrevue pour quelqu'un qui vous embauche parce que vous connaîtrez le langage, la culture et ça sera comme, vous serez déjà à mi-chemin d'être accepté comme étant des leurs d'une certaine façon versus quelqu'un, encore une fois, qui vient juste avec sa façon très académique de parler, de présenter ce qu'il a fait, ce qu'il a publié, etc. Et il y a un dernier moment, je sais pas, j'ai l'impression que ça t'évoque quelque chose. J'ai une dernière chose, une dernière idée à partager, mais est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à ça? J'essaie d'un peu résumer Oui. les take-home, comme on dit ici, message de ce que tu m'as partagé, mais il y en a tellement. Mais j'ai l'impression que pendant que je parlais, tu avais envie je sais pas, de rebondir dessus. Ah, j'étais simplement tout à fait d'accord avec tout ce que tu disais. Je pense que pour une chose peut-être que j'essaie aussi de me rappeler à moi-même, c'est toujours continuer à cultiver ses rêves presque d'enfance. Quand on est enfant, on rêve très Mhm. grand. Je vais être astronaute, Mhm, je mhm. ne sais quoi. Et parfois, avec le pragmatisme, la réalité du quotidien, on s'en dévie un peu. Et je pense que c'est précieux ces rêves-là, puis de les cultiver. Ils évoluent, c'est correct. On a gravi le sommet, on voit autre chose, on a de nouveaux rêves, mais vraiment, vous censurez pas. J'ai tellement hâte de voir ce que les étudiants d'aujourd'hui vont apporter, cette nouvelle énergie, ces nouvelles idées. C'est tellement de choses à faire. On a besoin de vous. J'ai hâte de vous rencontrer. J'ai hâte de voir tout ce que vous allez faire de magnifique. Puis, il y a rien qui me fait plus de peine qu'un jeune qui a perdu espoir. Donc, j'espère vraiment, voilà, cultiver cette envie de contribuer, cette envie de réaliser ses rêves, quel qu'il soit, qu'est-ce qui, à quoi, n'importe quoi qui ressemble dans la société, puis d'avoir le courage d'y aller. Si on tombe, on se relève, de vivre de manière authentique. Voilà, c'est vraiment ça le. Soyez vous-même. J'ai hâte de vous rencontrer. Ça va être Mhm. trop beau. Enfin, et c'est toujours un peu gênant de parler de soi comme ça pendant 1 heure, mais Oui. si jamais, j'espère que ça a pu vous inspirer 1 ou 2 choses qui vous a inspiré, prenez-le, continuez le reste, vous laissez, c'est correct. Mais Mhm. vivez votre vie, il y en a qu'une, c'est la vôtre, et chacun a quelque chose de complètement unique que moi, je pourrais pas faire ce que tu fais, David, je pourrais pas faire. Voilà, on a vraiment chacun quelque chose de magnifique à apporter, puis je pense que c'est quelque chose que peut-être on n'entend pas assez quand on est étudiant. On a Oui. l'impression qu'on dérange, on cherche, on demande un emploi, on demande, mais non, vous Mhm. avez aussi quelque chose de très beau à porter, puis j'ai hâte de le voir. Oui, Voilà. puis j'aime que tu le dises comme ça parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Et d'ailleurs, quand on sort, tu sais, on a fait notre doctorat par exemple, c'est ici au Canada, ça peut être assez long, et on va faire notre première entrevue d'emploi dans le privé. On peut aussi, comment dire, avoir l'impression que là, il faut que je me conforme à leurs règles, tu sais, à leurs Mmh. règles, et il faut que je parle comme ils veulent. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'était, avec mon commentaire juste avant, c'est il faut connaître leur langage, il faut un peu connaître le territoire et un peu connaître la culture. Mais en entrevue d'emploi, puis en design de parcours de carrière, c'est qui vous êtes qui est important. Donc, c'est très important et je suis très content que tu aies dit ça. Et oui, je pense que vraiment, même les employeurs, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent quelqu'un de Mmh. différencié et ils veulent savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau et de différent et de spécial et de brillant à mon équipe, par exemple, si je suis en train d'embaucher pour une équipe. Et donc, une des choses que j'essaye de dire aux gens, et ça va lier au dernier commentaire que j'allais faire, c'est ça, c'est toute votre histoire compte, même depuis le le temps quand vous aviez 7 ans et que vous alliez à la plage et que vous étiez un collectionneur de coquillages, ça compte. C'est des choses qui, Mmh. dépendamment du contexte,
peuvent se raconter et peuvent être importantes pour la personne devant vous qui est en train de vous embaucher. Et donc, une des choses que j'essaye de dire aux gens, et je vais finir ça avec une question pour toi, mais c'est, oui, obtenir votre diplôme est important et c'est, si vous n'êtes pas en crise de santé mentale et que là, il vaut mieux ne pas l'avoir le diplôme que de jeter votre santé mentale à la poubelle. Si vous pouvez avoir un diplôme, c'est très important. Aussi pour vous, pour marquer ce jalon d'avoir fini cette expérience et cette aventure difficile. Mais après, le document en soi, le diplôme en soi, le plus vous avancez dans votre vie professionnelle, le moins, à moins que vous restiez dans l'académique, mais en dehors, le moins d'importance il aura. Ce qui est important, c'est que vous ayez des histoires à raconter et sur qui vous êtes, c'est qui vous êtes professionnellement, qui vous êtes du côté créatif. Et ça, tout ça n'est pas dans les 5 ans que vous avez passé au doctorat ou dans le dernier diplôme que vous avez eu. Ça a commencé avant et ça a continué après. Et donc, ma dernière question pour toi, c'est dernièrement, dans tes dernières transitions d'emploi, combien de fois est-ce que tu as mentionné ton diplôme ou quelqu'un t'a posé des questions sur ton master? Ouf. Je pense, aucune fois, là. Je me Voilà, présente comme ayant un diplôme d'ingénierie généraliste avec, heu, une touche, sociologie de l'innovation, mais après, le reste de la conversation, on n'en parle plus, là. Ouais, c'est ça, c'est les histoires. C'est qu'est-ce que tu as fait, oui, qu'est-ce que tu as ouais. accompli, qu'est-ce qui te passionne ou qu'est-ce qui t'intéresse. Mmh. Pas si tu es passionné, des fois, ça peut être. Vas-y, vas-y. Exact et puis des fois, je vais pouvoir parler de choses que j'ai fait peut-être pendant mon diplôme, mais ça va être les histoires liées à ça. Ça va être, Mhm, les 2 semaines, j'ai eu la chance d'aller en terrain à Singapour, voir comment ils planifiaient aux 5 ans. Enfin, c'est une mentalité de planification publique, de tout. C'est incroyable, c'était hyper riche. mhm. Voilà, je vais parler de ça, je vais pas parler de mon diplôme, que j'ai eu, telle note à l'examen de maths en troisième année, je sais pas. Je pense que je m'en souviens même plus d'ailleurs, ce Ouais. qui est très rafraîchissant. Voilà. Donc, Mmh. d'où l'importance peut-être juste prendre du temps pour repasser sur vos années à l'université, puis de voir quelles sont les histoires intéressantes qui vous ont marqué. Si elles vous ont Mmh. marqué, c'est sûr qu'elles Ouais. sont intéressantes pour quelqu'un d'autre. Et après, même avant, même qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans le domaine où vous êtes? Et parce que, en tout cas, c'est important, comme tu le disais, de vous présenter comme un être humain complet et unique. Et non pas essayer de vous conformer à quelque chose que vous imaginez ou que quelqu'un vous a dit qui est attendu. Euh, Mmh. je suis super content qu'on ait pu passer cette heure ensemble. Tu sais, ton parcours est très parlant dans ce sens-là, dans le sens de on ne peut pas prévoir où est-ce que, tu sais, quand on démarre dans dans notre trajet académique, on peut pas, et même professionnel, on ne peut pas prévoir où on est dans 5 ans, où on va être, mais Mmh. on peut à chaque instant écouter ce que nous dit notre esprit, mais des fois notre corps aussi. Quand on est dans une mauvaise situation, même le corps, des fois, il peut nous dire «Ouais, ça, il y a quelque chose qui cloche». Mmh. Et être capable de réorienter et, et d'essayer de trouver quelque chose, de trouver une tribu et une place et un écosystème où on est capable de fleurir, de grandir et de se sentir bien. Et, Oui. donc, c'est ça, c'est tout plein d'énergie positive que j'ai ressenti aujourd'hui. Et dit d'une façon que tu sais, c'est rare qu'on en a parlé comme ça sur le balado, et je trouve que c'est très, très important. On arrive vers la fin, Lauriane. Et avant qu'on dise au revoir à ceux qui nous écoutent ou ceux qui regardent, si les gens veulent te contacter, tu avais déjà mentionné que sur conscience.ca, ils pouvaient trouver ta page et éventuellement te contacter. Est-ce qu'il y a d'autres Mmh. façons d'entrer en contact avec toi que tu veux partager pour les gens qui seraient curieux d'en savoir plus sur ton histoire ou sur conscience? Oui, bien sûr, bah, sur Conscience,
le site conscience.ca, c'est la meilleure façon, effectivement. Il y a une page nous contacter s'il y a des programmes qui vous intéressent, vous voulez en savoir plus. Il y a mon adresse courriel, même sur le programme Cash, parce que Parfait. je gère les partenariats du programme Cash. Donc voilà, si vous voulez discuter de ça, avec grand plaisir. Et aussi, moi, si vous voulez en savoir plus sur mon parcours professionnel, LinkedIn, Lauriane Gorce, LaurianeGorce. Donc c'est ça, n'hésitez pas à y aller et me contacter, me partager vos beaux projets. S'il y a quelque chose qui vous a inspiré, ça me ferait plaisir d'en entendre parler. Puis encore une fois, je me réjouis de toutes les magnifiques choses qu'on va pouvoir voir dans les prochaines années que Mhm. tes auditeurs, David, vont apporter au monde. C'est Mais c'est- oui, c'est c'est ça qui m'inspire aujourd'hui. Merci encore pour l'opportunité d'avoir pu être présente sur ton podcast. merveilleux. Merci à toi, Lauriane. C'était vraiment, vraiment bien. C'était vraiment intéressant. Et encore une fois, merci d'avoir partagé ce point de vue très, très personnel sur ton trajet et, euh, très axé sur quelque chose que je trouve qui est très, très important, de développer une capacité d'introspection, mais aussi d'être à l'écoute de son, en tout cas, de ses instincts, de son corps par rapport à des décisions qui sont quand même importantes. Et Mhm. après, on a un peu, la façon que tu as parlé, tu as un peu, pour moi, démonté la notion d'échec. Mhm. On tombe, on n'arrive pas tout le temps quand on se lance dans un projet, on n'arrive pas tout le temps où on veut, mais à la fin, on a toujours la chance d'apprendre avec ce qu'on a fait et de faire que le prochain projet soit meilleur et qu'on avance. Et c'est vraiment, parce que ça peut s'appliquer dans la vie, tu sais, Oui. pas juste dans ce contexte de carrière, mais surtout quand on est rendu dans un profil où il faut un peu qu'on réinvente ou qu'on invente ou qu'on découvre le chemin, il faut cette comment dire, cette approche est nécessaire à ce qu'on ne soit pas en train de souffrir tout le temps, puis de ça, de tomber dans ah, ça y est, je suis un échec ou j'aurais pas dû, ou etc., etc. Donc, j'apprécie Mhm. vraiment ça beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup aider les gens qui écoutent, surtout ceux qui sont dans le doute ou qui sentent ou qui entendent ou qui ressentent qu'ils sont en train de ne pas suivre la voie royale ou qui sont en train de, de- d'être en échec d'une façon ou une autre. Donc, moi, c'est ça. Merci Mhm. énormément. Avec plaisir, il y a cette citation de Mandela que j'avais préparée pour aujourd'hui, que je trouve parfait, peut-être comme mot de la fin. Je ne perds Oui, vas-y. jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Merveilleux. Oh mon Dieu, ça y est, je dis plus rien. C'est merveilleux. Excellent, Merci. excellent, Lauriane. Merci à toi.